Bonjour, bienvenue à la prépa ISP pour une présentation de l'épreuve de finances publiques au concours d'inspecteur des finances publiques, épreuve proposée donc au concours de l'année 2022 et dont je vous propose un corrigé en vue de la préparation du concours de l'année 2023, donc de l'épreuve écrite de finances et gestion publique. Alors, l'épreuve s'organise autour de 2 questions qui sont à traiter en 3 heures et qui étaient la modernisation comptable et financière des collectivités locales à l'horizon 2024, c'était le premier sujet, et deuxième sujet, 20 ans après la promulgation de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, les outils de la gestion des finances publiques sont-ils encore adaptés? Quelques remarques avant d'arriver à la correction de ces 2 sujets. Le programme de finances publiques et de finances et de gestion publique pour le concours d'inspecteur de finances publiques est organisé en plusieurs parties. Une présentation générale, la première partie, les finances de l'État, deuxième partie, les finances locales, troisième partie, enfin les finances sociales, quatrième partie, et les finances publiques de l'Union européenne, cinquième partie. Là, le sujet 2, le deuxième sujet, 20 ans après la promulgation de la LOLF, c'était très clairement un sujet de finances de l'État, tandis que le premier sujet sur les collectivités locales renvoyait à la troisième partie du cours, ou plus exactement à la troisième partie du programme de l'épreuve. Ce sont 2 dissertations. Alors, je sais que le programme prévoit d'autres types d'épreuves, ça peut être des exercices, ça peut être l'analyse d'un document. De fait, en finances publiques, et c'est le cas depuis de nombreuses années, ce ne sont que des dissertations. Donc les 2 questions à traiter en 3 heures correspondent en fait à des mini-dissertations. Donc c'est quelque chose qui est connu de la part des élèves, sauf qu'une mini-dissertation d'1 heure et demie pour chaque question, c'est très court. Donc le corrigé que je vous proposerai a évidemment vocation à atteindre l'excellence, mais les degrés d'exigence des correcteurs s'adaptent. À l'impossible, nul n'est tenu. On notera que sur ces 2 sujets, comme les années antérieures, il y avait 2 types de sujets. Un sujet qui était plutôt de cours, c'était le premier, la modernisation comptable et financière à l'horizon 2024, c'est un sujet de cours, c'est aussi un sujet d'actualité, c'est une réforme en cours, et c'est également un sujet technique. On s'est intéressé aux aspects comptables et financiers. Alors je sais que ce ne sont pas forcément ceux qui sont le plus appréciés des élèves. Connaître les normes comptables des collectivités locales, c'est un sous-chapitre d'une des parties du cours. Ce n'est pas la première fois que pour cette épreuve qu'il y a des sujets techniques, très techniques. Alors dites-vous bien qu'un sujet technique, évidemment, peut présenter une certaine complexité, ça nécessite un degré de connaissance élevé. Après, vous passez à un concours. Un concours, ce sont des niveaux relatifs. Plus le sujet est difficile, plus le niveau d'exigence des correcteurs est faible. Inversement, plus le sujet est facile, plus le niveau d'exigence est élevé. Et la contrepartie, c'est un sujet étroit, très délimité, la première question. La deuxième, au contraire, était très large. Elle pouvait s'assimiler à toute la réforme de l'État, des finances de l'État depuis 2001, date de promulgation de la LOLF. Donc on avait véritablement, là pour le coup, un sujet qui était très large, où on attendait des connaissances précises, être capable de traiter l'ensemble du sujet, mais aussi faire preuve de concision. Autant sur la première question, vous devez dire tout ce que vous savez, autant sur la deuxième question, on attend que vous fassiez preuve de synthèse. Donc on retrouve une problématique qu'on avait déjà vue les années antérieures, 2 parties qui renvoient à 2 questions qui renvoient à 2 parties différentes du cours, un sujet étroit, délimité, c'était la question 1, un sujet très large, la question 2, un sujet de cours, c'était la question 1, un sujet nécessitant au contraire de s'inscrire dans une mise en perspective, de faire de l'analyse, d'essayer d'avoir une vision qui ne soit pas terre à terre, mais qui fasse preuve de hauteur, c'était la question 2. Disons-le tout de suite, entre un sujet technique, et qui était quand même pas simple, et un sujet qui nécessite de prendre de la hauteur, mais qui concerne, on va dire, un quart du contenu du cours, c'était pas facile. Voilà. Je le dis tout de suite, pour ceux qui pourraient se dire bon sang, on nous demande des choses impossibles. Oui, on vous demande des choses impossibles, mais les notes s'adapteront. Alors, déjà, la modération comptable et financière des collectivités locales à l'horizon 2024. On va déjà avoir quelques éléments d'analyse du sujet qui permettent de rassembler les éléments de réponse.
Que dit-on? Alors, je ne reviens pas sur les collectivités locales, ce sont les finances locales. Donc, évidemment, vous ne parlez pas des finances de l'État ni des finances sociales. Modernisation comptable et financière. Qui dit modernisation dit qu'il y avait donc un cadre avant cette modernisation, donc qu'il y a des évolutions en cours. Donc, implicitement, l'intitulé du sujet, même si vous n'y connaissez rien, suppose qu'on va partir de l'existant et voir comment ça évolue. Mais l'existant, c'est la situation comptable et financière actuelle des collectivités locales. Elle se caractérise par plusieurs points. L'existence de deux comptes, un compte administratif et un compte de gestion. Le compte administratif est établi par l'ordonnateur. Il rend plutôt compte du patrimoine de la collectivité locale, c'est-à-dire de son actif, alors que le compte de gestion va être plutôt axé sur l'exécution budgétaire et lui est fait par le comptable. Donc ça, c'est une particularité des finances locales, c'est cette dualité entre un compte administratif et un compte de gestion. Ensuite, ça par contre, c'est pas propre aux collectivités locales, il y a plusieurs documents financiers et comptables, notamment un bilan et un compte de résultat. Ce n'est pas non plus propre aux finances locales, ce n'est pas propre aux finances publiques, ce n'est pas propre à la comptabilité tout court. Si vous avez fait de la comptabilité privée, il y a un bilan, un compte de résultat pour apprécier la situation d'une entreprise. Par contre, ce qui est totalement spécifique, c'est que les collectivités locales sont de plusieurs niveaux, communes, départements, régions, communes, intercommunalités, elles ne répondent pas aux mêmes règles. Des arrêtés, la Direction générale des finances publiques et de la Direction générale des collectivités locales établissent des instructions budgétaires et comptables par catégorie de collectivités locales. Pour les communes, c'est l'instruction M14, pour les départements, l'instruction M52, et pour les régions, l'instruction M71. Enfin, et c'est aussi pour ça que ce sujet était difficile, il faut voir en quoi les finances locales sont spécifiques par rapport aux autres finances. Eh bien, notamment, il n'y a pas de certification de ces comptes locaux. Pour l'État, la Cour des comptes établit une certification, ça c'est la LOLF. Pour les finances sociales, il y a également une certification des comptes sociaux. Pour les collectivités locales, cette règle se met en œuvre progressivement. Donc il y a une exception. Et déjà, on voit que rien qu'en décrivant la situation actuelle, vous avez déjà quelques idées. Pourquoi faire une réforme? Que se passe-t-il? Où en est-on? Pourquoi une réforme? Compte tenu de la réforme. Le sujet, le qui, que, quoi, dont, où, comment, se prête tout à fait ces questions. Quoi? Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Pourquoi une réforme? Quelle réforme? C'est-à-dire comment ce type de questions fondamentales se prêtait tout à fait à ce sujet. On a dit, je disais du moins, qu'il y avait un compte administratif et un compte de gestion. Cette dualité va poser des problèmes de redondance, un manque de visibilité. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des écoles les plus prestigieuses pour se douter que quand il y a deux documents et qu'une même situation budgétaire et comptable est présentée de deux façons, il peut y avoir des contradictions. C'est assez intuitif. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs instructions. Eh bien, c'est pareil, s'il y a plusieurs instructions, c'est complexe, c'est multiple. Et j'ajoute qu'il y a 94 000 comptes, ceux des 36 000 communes, plus des départements et des régions, plus surtout un certain nombre de personnes publiques locales, établissements publics dotés de la personnalité morale. Ensuite, le fait qu'il y ait des règles, alors là, ça nécessite effectivement d'avoir des connaissances qui n'étaient pas forcément en description de la situation actuelle, que ces normes comptables peut poser des problèmes. Là, c'est ce que dit la Cour des comptes, le Conseil de nomination des comptes publics, des difficultés en termes d'amortissement des immobilisations, de décompte des provisions, provisions pour risque ou provisions correspondant à la prise en compte de créances. Donc, plus généralement, et ça c'est une règle qu'on retrouve dans les finances publiques, avoir des comptes plus lisibles qui permettent d'apporter une sincérité, non seulement pour les assemblées délibérantes, donc le conseil municipal pour la commune, le conseil départemental pour le département, le conseil régional pour la région, donc qui votent le budget, de façon que le budget de l'État est voté par l'Assemblée, mais aussi pour les citoyens. Je rappelle la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, que tout citoyen a le droit de demander des comptes sur l'usage de ses deniers publics par administration. Donc là, on voit qu'il y a à la fois des règles générales, plus grande transparence, plus grande lisibilité, plus grande sincérité, et des règles spécifiques qui sont liées aux finances locales. Donc le premier temps, c'est déjà de décrire cette situation, et ensuite de voir en quoi cette situation justifie un certain nombre de réformes. Alors cette réforme, justement, c'est l'horizon 2024, hein, l'intitulé était très clair. Et quand bien même vous ne sauriez pas qu'il va y avoir des changements à l'horizon 2024, pour peu que vous ayez travaillé sur la comptabilité des finances locales, vous savez qu'il y a des évolutions. Par exemple, j'ai dit qu'il n'y avait pas de certification. C'est vrai, mais dans certaines limites.
la loi dite NOTRe de 2015 a introduit une procédure de certification. C'est un des axes justement de cette réforme 2024, c'est l'axe numéro 3, que sous l'égide de la Cour des comptes, qui certifie déjà les comptes de l'État et les comptes sociaux, il y a une démarche de certification qui est expérimentale sur une phase 2020-2022. Ça veut dire que les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert comptable qui sont indéniablement des figures nouvelles pour les finances locales. Dans ce cas, la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, vous devez connaître ce sigle, c'est le concours que vous passez, inspecteur des finances publiques, c'est pour intégrer à DGFiP, peut y délivrer une attestation de fiabilité des comptes ou alors une synthèse de la qualité des comptes devant l'Assemblée délibérante. Je suis un exécutif local, je choisis pour montrer que je gère bien mes comptes de demander en liaison avec la DGFiP soit qu'elle atteste, soit qu'elle délivre une attestation de fiabilité des comptes, soit qu'elle fasse une synthèse de la qualité des comptes que l'Assemblée délibérante, donc comportant des oppositions, pourra montrer. Donc ça, c'est un des premiers angles, c'est la certification des comptes. L'autre angle, il est lié justement, cet autre axe, au fait qu'il y ait plusieurs instructions. Il y a un nouveau référentiel, c'est le M57. Il a été défini en 2017, il doit être généralisé le 1er janvier 2024, sous le nom justement d'Horizon 2024. Il va intégrer les dernières recommandations du CNCOCP, pour l'amortissement des immobiliers incorporels, on en parlait, pour la prise en compte de spécificités, par exemple les caisses des écoles, c'est propre aux collectivités locales, et cela a vocation à s'appliquer à toutes les collectivités locales et les établissements publics. Alors j'ai mis en plus petit caractère, parce qu'on est déjà dans un degré de précision, sauf pour les services publics industriels et commerciaux, et également certains établissements sociaux et médico-sociaux. Le MS54, ce référentiel, va aussi servir de base pour expérimenter deux choses qui sont nouvelles, car tout se fait de manière expérimentale, c'est progressif, car il y a des changements importants, la certification des comptes, on en a parlé, mais également le compte financier unique. Le compte financier unique, si vous le savez, évidemment, mettez-le, c'est une épreuve de connaissance, c'est l'article 242 de la loi finance pour 2019. Il se constitue en 4 parties, information générale et synthétique, des données d'exécution budgétaire, enfin des états financiers, le bilan, le compte de résultat, et surtout, c'est ça qui est vraiment important, l'annexe. L'annexe, elle permet de compléter les données du bilan et du compte de résultat, par exemple sur la situation patrimoniale, sur des changements de périmètre, sur les engagements hors bilan. Tout élément, du reste, que l'on voit dans la certification des comptes de l'État. Enfin, des états annexés qui vont être liés à l'expérimentation du compte financier unique, la certification des comptes. Alors pourquoi compte financier unique? Parce que vous avez deux comptes. Le compte administratif, l'ordonnateur, le compte de gestion, le comptable. Eh bien, il y aura un compte financier unique regroupant le compte administratif et le compte de gestion. Donc, pourquoi je vous précise ces éléments? Parce que même si ça peut vous sembler extrêmement technique, tout ça a une certaine logique. Pour peu que vous connaissiez les règles propres aux finances locales, savoir qu'il y a des comptes, un bilan, un compte de résultat, que vous ayez fait de la comptabilité, qu'elle soit publique ou privée, ce sont des éléments, dès lors que vous apprenez un cours, qui peuvent être intégrés, compris et du coup restitués quand vous avez un sujet de ce type. Alors, même s'il y a une réforme, on parle de modernisation, ce n'est toutefois pas une révolution, il y a un certain nombre d'éléments qui restent invariants. Le fait que le bilan se distingue du compte de résultat, le fait qu'on vote le budget à l'équipe par section, fonctionnement, investissement, le fait que le budget soit précédé d'un débat d'orientation budgétaire, qui puisse être voté par nature ou pour fonction, le fait qu'il y a des règles spécifiques d'exécution, par exemple les chapitres budgétaires globalisés. Alors pourquoi à ce point-là, je vous le présente plus vite? Il est absolument fondamental que sur ce type de sujet, vous ne mettiez pas en place, en avant, les invariants de la procédure budgétaire. Le sujet, ce n'est pas la procédure budgétaire. Ce sont les normes comptables, ce sont les outils comptables et financiers. Mais il est évident que le compte financier unique, il va être voté par l'Assemblée délibérante. Donc ces sujets ne peuvent pas être totalement distingués, j'ai envie de dire, la matière comptable, elle est indissociable de la procédure. Toutefois, je vous l'ai mis en fin d'analyse, car une copie qui ne mettra en place que sur les invariants, qui parlerait longuement du bilan et des comptes de résultats, sortirait du champ posé de la question. C'est mieux que rien, vous ne serez pas sec, mais vous tendrez très vite vers leur sujet. Alors, un plan. Les finances locales constituent un pan des finances publiques éclaté, complexe et peu lisible. Ça pour vous avoir dit qu'il y avait plusieurs instructions ministérielles, pour vous dire qu'il y avait plusieurs normes, pour vous dire qu'il est complexe, qu'il y a plus de 90 000 comptes, les mots éclaté, complexe et peu lisible viennent assez naturellement. Et toutefois, malgré cette spécificité des finances locales, elles ne peuvent pas rester à l'écart du mouvement de modération comptable et budgétaire engagé par ALOLF.
Ça tombe bien, c'est le sujet 2. Ah, la LOLF, loi organique relative aux lois de finances, vous savez obscurément qu'il y a un changement de règle comptable, eh bien vous dites, on veut utiliser cet élément de contexte pour traiter la première question. Vous voyez, je n'ai pas fait preuve de grande originalité. Je ne définis pas les termes du sujet parce qu'à mon avis, ils ne méritent pas. Alors vous pouvez distinguer qu'il y a un bilan, un compte de résultat. Vous pourriez éventuellement, sinon on en reparlera dans le corps de la copie. Une problématique. Toute introduction, c'est une mini-dissertation, doit comprendre un élément d'ouverture, d'accroche qui montre l'intérêt de la question. Ensuite, une définition des termes du sujet, une problématique et après l'annonce du plan. La problématique, c'est face à des limites récurrentes et identifiées de longue date, c'est ce qu'a dit la Cour des comptes, c'est ce que dit la Commission de normalisation comptable. Comment et à quel rythme le cadre budgétaire et comptable des collectivités locales s'adapte-t-il? Comment? Ça renvoie à l'idée que c'est une adaptation progressive, qui est une expérimentation. À quel rythme? C'est l'idée d'un horizon 2024. Je ne vous fais pas l'annonce de plan, mais une copie entièrement rédigée. Bien sûr, vous devriez présenter ici le titre du grand 1 et du grand 2. Et seulement le titre du grand 1 et grand 2. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le sous-détail des grands A et grands B de chacune des parties. Grand 1, la modélisation comptable et budgétaire vise à remédier à des limites récurrentes. Donc, c'est modélisation comptable et budgétaire. Que fait-on? Où en est-on? Et pourquoi? Alors, l'existant, je le présente dans une première sous-partie. Vous voyez, il faut essayer d'avoir un plan dynamique. On a des outils, ils ont besoin d'être réformés. Comment sont-ils réformés? Quelles sont les limites de ces réformes? Grand A, des outils éprouvés, parce qu'il faut quand même dire qu'ils sont anciens, adaptés aux spécificités comptables et budgétaires des collectivités locales. Et là, je reprends la dualité du compte administratif et du compte de gestion. Évidemment, je développerai que l'un est fait par l'ordinateur, l'autre est fait par le comptable, qu'il peut y avoir des redondances. Ah, redondance, on est déjà dans la limite. Vous pouvez le mettre dans le grand 1B. Rien ne vous interdit de le mettre dans le grand 1A. Il n'y a pas de plan invariable. Mais là, j'en resterai une description. Plusieurs instructions budgétaires et comptables sur les collectivités locales. C'est à vous présenter le M14, M52, M71. Une des actions fondamentales entre le bilan et le compte de résultat, mais n'intégrant pas toutes les recommandations normatives sous leur forme actuelle, c'est-à-dire le besoin d'évolution des différentes normes. C'est là que je présente le bilan et le compte de résultat. Déjà parce que c'est généralement quelque chose qu'on maîtrise assez bien, on a fait un peu de comptabilité, on sait qu'il y a un bilan, un compte de résultat. Et ensuite, ça vous permet aussi de faire une transition entre vos sous-parties vers le grand A, grand 1A qui est descriptif, vers le grand 1B qui est plus, on va dire, qui est plus problématisé. Qui en tout cas pose des questions. Grand B, des comptes complexes et peu lisibles, dont la sincérité et la transparence peuvent être améliorées. Alors les difficultés liées au dualisme compte administratif, compte de gestion, je n'y reviens pas, le besoin de simplifier et d'unifier l'instruction budgétaire et comptable, et enfin l'absence de certification des comptes, je reprends telles quelles les difficultés qu'on a vues avant. En transition, je présente l'horizon 2024. J'aurais pu le présenter dès l'introduction. Bon, comme là l'objectif est de dire que fait-on, où va-t-on, j'ai choisi de le présenter dans une transition. Ce sont des travaux menés par la Direction générale des finances publiques, et également la Direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur, la DGCL. Ces travaux ont conduit en 2017 à identifier 3 axes de réforme à l'horizon 2024. C'est une démarche qui est progressive, ça répond aux commandes de la problématique, et qui se base sur des expérimentations. Grand 2, le chantier 2024 vise à refonder et compléter les documents budgétaires. Refonder, c'est-à-dire de nouveaux documents, compléter avec, par exemple, la notion d'annexe. Bilan, compte de résultat, annexe, le fait qu'on a un 3e document qui s'appelle l'annexe, alors que toute comptabilité a un bilan, un compte de résultat, c'est vraiment fondamental. Tout compte a un bilan, un compte de résultat. On rajoute une annexe. Rajouter quelque chose, ça doit vous interpeller, ça doit vous dire « Ah, mais si on fait une annexe, c'est qu'elle donne des informations supplémentaires au bilan, au compte de résultat. » Alors, grand A, le nouveau référentiel M57, un cadre unifié intégrant les recommandations du CNOCP. Vous voyez que j'essaie de faire des plans qui ne soient pas seulement descriptifs, je ne me limite pas à un nouveau référentiel. Je le caractérise M57 et je montre en quoi il est intéressant. C'est un cadre unifié. Le compte financier unique, outil de transparence. Grand C, la démarche de certification, et j'ajoute l'amélioration de la qualité des comptes. C'est là que j'introduis la notion d'annexe budgétaire, qu'on aurait aussi pu présenter dans le compte financier unique, dès lors qu'il revient sur le bilan et le résultat. La question de l'amélioration de la qualité des comptes, c'est-à-dire la lisibilité, la transparence des informations complémentaires, je l'ai mis dans le grand C, j'aurais pu l'intégrer dans le grand B.
En conclusion, je dirais qu'il y a des adaptations, mais qui respectent les règles fondamentales des finances locales et qui vont répondre à des enjeux nouveaux. Les collectivités locales représentent une part accrue de l'endettement public global. Des problématiques comme les emprunts toxiques, c'est-à-dire des investissements dans des outils financiers, instruments financiers dangereux, peuvent être évoqués. Cette situation a expliqué qu'il y a le besoin d'un contrôle accru par les élus. C'est l'importance, par exemple, on le voyait sur la démarche de certification, d'introduire des débats des éléments qui feront débat devant les assemblées délibérantes, mais aussi citoyens qui peuvent demander compte de l'usage des deniers publics. Ces points-là sont des points d'ouverture. Ils sont importants parce qu'ils montrent votre capacité à appréhender les sujets de finance et gestion publique dans leur globalité, mais ce n'est pas le sujet en tant que tel. Le sujet, ce n'est pas les finances locales. Le sujet, c'est bien la modernisation comptable et financière. Toutefois, les éléments de contexte vous permettent d'enrichir votre réflexion, qu'il s'agisse des éléments d'introduction du sujet ou des éléments de conclusion. Voilà pour le premier point. Sur le deuxième point, alors excusez-moi, il y a une coquille. C'est bien sûr le grand 2 qui doit être là. La dette publique, c'est un sujet absolument passionnant, mais qui correspondait au sujet de l'année d'avant. Grand 2. 20 ans après la promulgation de la loi organique relative aux lois de finances, les outils de la gestion des finances publiques sont-ils encore adaptés? Le sujet, pareil, nous allons faire une analyse. Déjà, voyons le champ. Quand j'entends outils de la gestion des finances publiques, je dis qu'on a ici quelque chose d'extrêmement complexe. Qu'est-ce qu'un outil? Qu'est-ce qu'un outil de gestion? Alors, quand j'ai un sujet aussi large, tout y est. Outil, ça veut dire quoi? C'est un document budgétaire? C'est un chapitre budgétaire? C'est une mission budgétaire? Eh bien déjà, j'intègre la nouvelle nomenclature budgétaire. Et comme on parle de la LOLF, on va parler de nomenclature budgétaire avec la LOLF, mission, programme, action, mais aussi celle antérieure à la LOLF, qui était fondée sur des chapitres beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui, on a à peu près 34 missions divisées en programmes. Avant, c'est des chapitres. Le chapitre était effectivement peu lisible, très éclaté. La mission correspond à une politique publique qui peut être conduite par plusieurs ministères, et les programmes, eux, sont ministériels. Les missions peuvent être ministérielles ou interministérielles. Et enfin, la subdivision du programme s'appelle l'action. Première chose qu'introduit la LOLF, elle a changé la nomenclature budgétaire. Changer l'architecture, c'est quand même un point important. Deuxième chose, la LOLF introduit une démarche de performance. C'est même généralement le point qu'on retient. Alors pourquoi j'en parle en deuxième? Parce que avant de commencer par savoir à quoi ça sert, la performance, voyons déjà ce dont il s'agit, la nomenclature. Ce sont les objectifs et indicateurs de performance. Pourquoi des objectifs et indicateurs? Pour permettre aux gestionnaires d'avoir plus d'autonomie dans la gestion. Le responsable de programme est une figure nouvelle, créée par la LOLF, et pour cause, avant la notion de programme budgétaire n'existait pas. Il peut gérer un budget qui est globalisé sur une règle de fongibilité asymétrique, c'est-à-dire qu'il peut augmenter les dépenses, il peut diminuer les dépenses de personnel pour augmenter les autres titres de dépenses, mais il ne peut pas augmenter les dépenses de personnel en provenant d'autres titres de dépenses. Enfin, cette responsabilisation s'exprime à tous les niveaux de la chaîne budgétaire, sur les budgets opérationnels de programme et les unités opérationnelles. C'est volontairement qu'ici, je ne détaille pas, compte tenu des limites de l'exercice, d'essayer de faire une vidéo d'une demi-heure, que je ne détaille pas ces éléments. Il est évident que même si on a un sujet qui est large, on attend que vous ayez un certain niveau de compétence. Ne vous contentez pas de dire le responsable de programme dispose d'une liberté accrue. Dites aussi que dans un programme, il va se décliner, ce programme en budget opérationnel de programme, en unités opérationnelles, qui auront également leur propre gestionnaire et qui devront également gérer leur budget au mieux en disposant d'enveloppes globales. La responsabilité des gestionnaires, c'est vis-à-vis de qui? C'est vis-à-vis de l'exécutif, leur supérieur, mais aussi vis-à-vis du Parlement. Or, la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, prévoit une information et un contrôle accru du Parlement. Ça passe dans l'élaboration de la loi de finances, plus de petits amendements, par exemple faire des amendements qui répartissent les crédits entre programmes d'une même mission. C'est l'introduction d'un article liminaire, c'est l'introduction de débats d'orientation des finances publiques, c'est de nouvelles annexes budgétaires, mais aussi en exécution. Les montants de crédit en cours d'exécution sont contrôlés. Par exemple, en cas de décret d'avance, il va falloir un avis des commissions des finances de chaque Assemblée nationale et Sénat. De nouvelles compétences du Parlement d'exercice de ses missions de contrôle d'action gouvernementale, c'est ce qui a été vu avec des possibilités de s'appuyer notamment sur la Cour des comptes,
Et enfin, c'est la réalisation de la loi de règlement sur le principe d'un chaînage vertueux, c'est-à-dire qu'on a la loi exécutée de l'année précédente, on prépare la loi de l'année en cours, et après la loi de règlement, il y a la possibilité d'avoir un débat d'orientation des finances publiques qui va reprendre des éléments qu'on retrouvera dans cette fois-ci le budget de l'année à venir qui sera examiné à partir de septembre. Enfin, dernier point, c'est une approche patrimoniale qu'introduit la LOLF, qui inclut la certification des comptes, mais aussi un nouveau cadre budgétaire et comptable. J'essaie d'être bref, d'être synthétique. Pour moi, ce qui est de nouveau dans la LOLF, c'est cette nomenclature, la démarche de performance, des gestionnaires plus autonomes, des gestionnaires aussi responsabilités vis-à-vis du Parlement, de pouvoir sont accrus, et enfin, une approche patrimoniale, appréciant également des comptes de l'État qui vont être certifiés et qui permettront de connaître l'actif et le passif de l'État. Voilà des points que j'ai essayé de résumer. Alors, il peut y en avoir d'autres, c'est une présentation, mais qui vise à vous montrer qu'on est bien dans des outils, que ce soit la nomenclature, que ce soit les acteurs qui mettent en œuvre ces outils et qui les utilisent. L'objectif indicateur de performance, c'est un outil, un objectif de performance mesuré par des indicateurs. Donc, pour essayer de voir ce qu'il y a de spécifique dans cette approche lolfienne. L'évolution. Le sujet est dit 20 ans après la LOLF. Donc 20 ans après la LOLF, on attend que vous fassiez un bilan et vous établissez des perspectives. Déjà, vous pourriez rappeler ici que la LOLF s'est mise en œuvre de façon progressive. À compter du 1er janvier 2006, c'est seulement à partir de cette date que l'ensemble de ces dispositions ont été mises en œuvre. Ensuite, qu'elle comporte des instruments désormais éprouvés, ayant sous-tendu des démarches de réforme. Alors, ce sont les audits de modernisation en 2005, ce sont les revues de dépenses, la révision générale des politiques publiques et la modération de l'action publique. Là, on rentre des éléments techniques. Je sais que tous les candidats ne l'auront pas, mais ce qui distingue un candidat qui a une note moyenne d'un candidat qui aura une bonne note, c'est cette capacité à mettre en perspective. La LOLF, c'est un outil. Cet outil doit permettre de mieux connaître l'utilisation des deniers publics et de voir les réformes. Vous auriez aussi pu parler dans cette partie, par exemple, de la mesure, l'efficacité des dépenses fiscales. On évalue leur efficacité. Vous auriez pu également montrer que désormais, il y a des plafonds d'emploi, donc des plafonds d'emploi qui permettent de limiter l'évolution du nombre de personnes qui sont employées, soit équivalent temps plein, poste budgétaire, soit temps plein travaillé, en intégrant un temps partiel. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que vous ne devez pas vous limiter à décrire les outils et de montrer que ces outils ont un objectif opérationnel qui est d'avoir une meilleure gestion publique et, disons-le, de faire des économies budgétaires. On peut également dire dans cette évolution, dans ce bilan, que le Parlement s'est saisi de ces nouveaux instruments de contrôle. Vous pouvez ici citer tel rapport de contrôle qui a par exemple été fait par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Et enfin, comme le but, c'est la gestion des finances publiques, donc ne nous limitons pas aux finances de l'État, montrer que ces principes ont irrigué l'ensemble des pans des finances publiques. Les finances sociales, il y a également une certification des comptes, il y a aussi une démarche de performance. Les finances locales, on l'a vu, c'est expérimental, cette certification, la performance est totalement facultative, mais progressivement, ces principes de bonne gestion vont se diffuser de la gestion de l'État à l'ensemble des finances publiques. Mais il y a des limites. Vous savez, c'est oui-non, blanc-noir, donc des progrès. Peut-on dire que la gestion budgétaire est pilotée par la performance? En d'autres termes, est-ce que parce que certains crédits montrent que l'indicateur de performance associé se dégrade, on va diminuer les crédits? Non. Il n'y a pas aujourd'hui de gestion budgétaire par la performance. C'était une des ambitions des pères de la LOLF, de ses fondateurs, qui manifestement n'a pas été suivie. Il y a une tendance toujours à la reconduction des crédits l'un sur l'autre. Le fait qu'on passe en budget à base zéro, c'est-à-dire des services, enfin une présentation au premier euro, pourrait laisser sous-entendre qu'on va remettre en cause certaines dépenses. Ben non, il y a des dépenses qui sont reconductibles. Un emploi de personnel ne peut pas être supprimé. Mais même, on espérait que la fin des services votés, c'est-à-dire ce qu'on reconduisait à l'identique, ça c'était avant la LOLF, c'était 97%, le fait qu'il n'y ait plus de services votés et les mesures nouvelles. Avant la LOLF, il y avait les services votés, 97% mesures nouvelles, on aurait pu penser qu'on a vraiment une justification des dépenses au premier euro et une base nouvelle. De fait, il y a une certaine tendance à l'inertie des dépenses. Y a-t-il vraiment un changement des pratiques budgétaires?
Là, on peut observer que les nouvelles règles de gestion n'ont pas empêché la crise des finances publiques liée au Covid, ni semble-t-il favoriser le retour en équipe des finances publiques. On aurait pu utiliser les instruments de performance pour dire il faut faire des économies. Eh bien, par exemple, telle dépense publique, les indicateurs se dégradent, l'utilité, le rôle de l'État dans ce domaine n'est pas avéré, nous avons diminué les dépenses. Ce type de démarche aurait pu s'envisager, ce n'est pas celui qui a été retenu. Alors, je précise bien, semble-t-il. Évitez dans ce type d'approche qu'il apporte un jugement, vous êtes un technicien, l'inspecteur des finances publiques est un technicien, évitez des jugements trop personnels. C'est pour ça que les propositions de réforme auxquelles invite le sujet, les outils sont-ils encore adaptés? Que pourrait-on faire? Soyez prudents. Pour ce faire, je parlais de la révision technique de la LOLF, celle qui a eu lieu par loi organique il y a maintenant 2 ans. Vous pouvez évoquer le débat sur la règle d'or, la prise en compte des investissements. Faut-il revenir sur une limitation des amendements budgétaires? Faites des choses techniques. Évitez surtout la foire aux idées. Par exemple, je ne sais pas, de dire on va faire une section de fonctionnement et d'investissement pour le budget de l'État. C'est surtout une très bonne idée, mais elle est extrêmement complexe, elle nécessitera beaucoup d'expérimentation, et so what? Qu'est-ce que ça change d'avoir une section de fonctionnement et d'investissement? Bien sûr, ça permet d'avoir une plus grande lisibilité. Par contre, l'idée d'interdire ces règles d'or des finances publiques, l'entêtement pour les dépenses de fonctionnement courant, en distinguant l'investissement, là, ça peut être intéressant. Alors, définissons aussi une problématique, elle est simple. Y a-t-il eu une révolution lolfienne? Vous mettez entre guillemets parce que c'est un néologisme lolfien, c'est-à-dire la transparence, la lisibilité, la sincérité accrue, l'autonomie gestionnaire, la responsabilité gestionnaire vis-à-vis de l'exécutif et du Parlement, ce dernier joue un rôle accru. Est-ce que tout ça est réel? Eh bien, en fait, vous voyez qu'en posant ce type de pratique, vous pourrez développer vos idées. Le corrigé que je vais vous proposer va mettre l'accent sur les réformes et les propositions, ça va être un grand 2, mais vous n'êtes pas obligé de suivre un plan qui suppose déjà d'avoir certaines connaissances. Si vous jugez que vous n'êtes pas suffisamment apte à présenter les réformes et de nouvelles réformes, vous pourrez refaire un autre plan. Je vous conseillerais ici 3 parties, c'est-à-dire que le paragraphe 1A, la première sous-partie de la première partie, ce sera un grand 1, le paragraphe 1B, la deuxième partie de la première, la deuxième sous-partie de la première partie sera un grand 2, et le paragraphe 2 deviendra un grand 3. Le plan est indicatif. En introduction, je rappelle ces phrases d'Edgar Faure à propos de la discussion budgétaire, litanie, liturgie, léthargie. Litanie, c'est toujours la même chose, liturgie, c'est quasiment une génuflexion presque chrétienne, et léthargie, tout le monde s'endort pour dire que le budget, c'était une discussion par mission, et au final, où il y avait tellement peu d'amendements. Aujourd'hui, les règles ont changé. Et là, vous pouvez rappeler la genèse de la LOLF à la 36e tentative, la conjonction astrale favorable, qui a permis de remettre en cause le texte antérieur, à savoir l'ordonnance de 1959. Pour la problématique, vous verrez que le sujet est déjà posé sous une forme problématisée. C'est pour ça que je vous propose d'être plus précis, par exemple en introduisant les notions de révolution lolfienne, en reprenant quels sont les contenus, les exigences de transparence, de lisibilité et de sincérité, l'autonomie gestionnaire, la responsabilisation, le rôle du Parlement. Si vous pouvez déjà caractériser pourquoi de nouveaux outils, vous marquez des points supplémentaires. Grand 1. La LOLF a introduit de nouveaux instruments de gestion des finances publiques qui sont désormais éprouvés. Grand 1A, l'adaptation en profondeur des outils et de la procédure budgétaire. Alors, je parle de la nouvelle nomenclature et de la marge de performance, de règles de discussion et de vote du budget, de nouvelles règles de discussion, mais aussi de contrôle du budget. Vous voyez, je distingue la partie vote et contrôle. Il peut y avoir d'autres présentations, c'est les 5 points dont je vous ai parlé. J'ai essayé de les résumer en 3, vous pouvez reprendre les 5 points. Des outils éprouvés, à savoir que ces règles se sont progressivement déployées, puisque l'ensemble des dispositions de la LOLF ne sont entrées en vigueur qu'en 2006. Sont des outils qui ont sous-tendu des démarches de réforme, que le Parlement a bien utilisé ces nouvelles compétences et que cette démarche tend à irriguer l'ensemble des finances publiques, à savoir la démarche de performance. Vous pouvez également évoquer en grand 1A. Mais le cadre budgétaire implique aussi un changement des pratiques. Alors, les limites, la réforme ne s'est pas toujours accompagnée d'un changement des mentalités, c'est ce que je disais. Il n'y a pas vraiment de pilotage par la performance. On tend à conduire les crédits l'un sur l'autre, les pratiques budgétaires n'évoluent pas tant que ça, et la crise des finances publiques n'est pas résolue uniquement par la procédure liée à la LOLF. Cette situation justifie des adaptations permanentes, c'est-à-dire qu'elles ont déjà eu lieu. C'est là que je présente la loi organique du 28 décembre 2021 qui fait un certain nombre
d'évolution qui sont quand même très techniques, et c'est là que je vous laisse certaines propositions, par exemple la règle d'or des finances publiques, l'encadrement des pouvoirs d'amendement budgétaire, l'idée d'avoir modifié un débat d'orientation de finances publiques qui prend l'ensemble des périodes de finances publiques, aller encore plus loin dans le fait que là, le règlement, sa loi de vérité des comptes doit avoir plus de temps d'exécution budgétaire, autant de points que tout excès en cours de finances publiques vous permettra d'aborder si vous le souhaitez. En conclusion, je reprends cette phrase qui a plusieurs auteurs, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Il y a bien sûr une révision des procédures, mais encore faut-il que les modalités évoluent. La LOLF a certes offert des outils pour la transparence, la visibilité, mais elle ne se substitue pas à la politique publique de gestion des finances de l'État. Les finances publiques sont une politique publique de l'État et les finances publiques s'amélioreront si et seulement si ces instruments seront pleinement utilisés. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces deux sujets qui étaient proposés lors du concours d'inspecteur des finances publiques. C'est un concours où je tiens quand même à rappeler que les derniers ennemis ont entre 10 et 11 sur 20. On n'attend pas des choses forcément extraordinaires. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que sur des sujets qui sont difficiles, en essayant de mobiliser les connaissances, en voyant comment arriver à problématiser, vous avez possibilité de réussir cette épreuve, même de très bien la réussir. Et une réussite d'une épreuve, c'est aussi la garantie de ce qui permet de compenser éventuellement un moindre résultat sur une autre épreuve. Ce type de sujet, si vous arrivez à corriger du type de ce que j'ai proposé, vous dépassez les 16 ou 18 sur 20, eh bien, pour être admis à 11, vous pouvez avoir 4 à l'autre épreuve. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même des coefficients et des notes éliminatoires. Mais disons, vous pouvez compenser une note médiocre, un 5, un 6, un 7 en note de synthèse, en brillant sur une épreuve technique, et qui, pour peu qu'on essaie de réfléchir à ce qu'on attend de vous, peut tout à fait être traité. Voilà, je vous souhaite bonne continuation et bon courage. Au revoir.